Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème chaque lundi, c'est le thème américain. Nous sommes à l'heure américaine avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est à distance avec nous. Pierre-Yves, merci beaucoup de nous ramener à la question du libre-échange et de la vision que l'administration Trump peut avoir du libre-échange et des grands accords commerciaux. J'avoue que l'information m'avait échappé, mais Donald Trump vient de refuser de renouveler l'accord de libre-échange nord-américain qui unit donc le Canada, les États-Unis, le Mexique, qu'on appelait le NAFTA, je crois, c'est ça, qui a déjà été remodelé pas mal de fois. Donc, pas de renouvellement pour cet accord. Quelles sont les raisons et les conséquences de cette décision, Pierre-Yves? Ah oui, c'est potentiellement une grosse affaire. On en a peu parlé parce on peut pas parler tout le temps de Trump. Il y a quand même, il faut vous laisser un petit peu d'oxygène pour les autres sujets. Euh, il va, L'accord est dénoncé par l'administration Trump, ce qui lui permet de rentrer dans un cycle annuel de renégociation. Et tous les ans maintenant, il va falloir que les Mexicains, les Canadiens et les Américains s'entendent sur des ajustements à faire dans cet accord, sachant que l'accord lui-même ne pourra pas être abandonné avant 2036. C'est une situation qui est jugée favorable à Donald Trump parce que le Mexique est très demandeur, parce que cet accord est important pour les trois pays. Il est important pour l'économie mondiale, c'est quand même 30% du PIB mondial, hein, la zone de libre-échange nord-américaine. C'est quelque chose comme 515 millions de consommateurs, c'est 2000 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels, et c'est une zone qui existe depuis 1994. Ce qui est particulièrement important pour les Mexicains l'était considérablement en 1994. Vous vous souvenez, à l'époque, le Mexique essayait de s'établir comme un pays émergent de référence, une bonne destination pour les investissements. Il avait besoin de tourner la page sur sa période de surendettement. Il avait obtenu la notation triple B qui le rendait investment grade. Bon, le Mexique a fait beaucoup de progrès depuis, mais le Mexique dépend quand même pour ses exportations, elles représentent 40% du PIB, et 40% du PIB, c'est beaucoup, sachant que sur le total d'exportations mexicaines, 80% va aux États-Unis. Les choses se sont bien passées du point de vue mexicain parce que le Mexique a attiré énormément d'investissements étrangers parce qu'on utilise le Mexique comme porte d'entrée sans droit de douane sur le marché des États-Unis. Mais le revers de la médaille, c'est que quand un Donald Trump protectionniste arrive et commence à mettre des barrières, tout le modèle de développement du Mexique est marginalement en tout cas, mis en danger. Et on observe depuis 2 ans un recul net des investissements industriels au Mexique qui pose un problème. Ce dont rêve, par ce système de renégociation annuelle, ce dont rêve Donald Trump, c'est de revenir en particulier sur le contenu nord-américain obligatoire, qui est la condition d'entrée sur le marché américain. Le secteur automobile est particulièrement important. On dit les intérêts économiques du Mexique, mais en fait, ce sont les intérêts économiques de sociétés multinationales et en particulier américaines qui ont diversifié leur chaîne d'approvisionnement sur le Canada et sur le Mexique. Et les grands constructeurs automobiles américains, mais aussi européens, utilisent le Mexique pour rentrer sur ce marché automobile nord-américain. Il faut que le contenu nord-américain soit de 75%. Et ce que souhaiterait Donald Trump, c'est de changer les termes de l'accord pour que l'on ne parle plus simplement de contenu nord-américain, mais qu'on parle aussi de contenu purement états-unien, si j'ose employer cet adjectif que je déteste et qui est d'habitude laissé aux experts de France Culture. États-unien, ça veut dire que il faudrait que sur le sol des États-Unis, au moins la moitié de la valeur ajoutée de l'automobile ait été à un moment donné élaborée. Parce qu'il faut savoir que les automobiles, notamment chez Stellantis, mais aussi chez General Motors, un peu moins chez Ford, euh,
font des allers-retours Ah bah bien sûr. entre les États-Unis et le Bien Mexique, sûr. Une et qu'à pièce peut chaque faire des fois, il faut dizaines vérifier le une pièce peut contenu. faire des dizaines d'allers-retours avant d'être assemblée au final, effectivement, dans un véhicule au Mexique, ensuite envoyé aux États-Unis, par exemple. Alors, c'est assez amusant de voir que Ford, par exemple, n'a pas la même position sur la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain qu'un General Motors. General Motors est allé beaucoup plus loin dans la délocalisation au Mexique que Ford. Ford, bien que de taille plus petite que General Motors sur le marché américain, emploie beaucoup plus d'ouvriers syndiqués que General Motors. Et donc, ce dont rêve Ford, ce sont des nouvelles règles de contenu américain obligatoires qui favorisent sa chaîne de production qui est relativement moins Hmm. délocalisée. L'autre question, Pierre-Yves, c'est est-ce que les juges de la Cour suprême ont mérité leurs vacances? La session de la Cour suprême se termine, elle a été bien chargée. Est-ce que la Cour suprême a mérité ses vacances? Dans le sens, est-ce que la Cour suprême a joué son rôle à l'occasion de cette session, marquée bien sûr par le retour de l'administration de Trump depuis plus d'un an maintenant au pouvoir? Euh, Ils n'ont pas chômé, ils sont intervenus souvent en urgence. Parfois, ils ont pris le temps d'intervenir et ils ont redoré leur blason dans la mesure où ils sont intervenus, je vais essayer d'en dresser un petit bilan, sur des sujets sur des décisions qui permettent de conclure que ça n'est pas vrai. La Cour suprême n'est pas une chambre d'enregistrement de républicains pour l'administration Trump, ce qui était la grande peur de la gauche américaine. Mais la gauche américaine n'est pas du tout satisfaite pour autant de la manière dont la Cour suprême a tranché sur un certain nombre de litiges constitutionnels. Il y a des victoires, entre guillemets, pour Donald Trump dans les décisions qui ont été prises par la Cour suprême au cours des derniers mois, en particulier en ce qui concerne l'extension des pouvoirs présidentiels, puisque la Cour suprême, il y a quelques jours, a tranché que la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif, avait le droit de limoger les patrons de commissions bipartites qui étaient réputées, depuis les années 30, politiquement indépendantes. Je veux parler du Federal Trade Commission, qui est la commission qui s'occupe en partie du contrôle des monopoles et de la préservation de la concurrence, mais c'est aussi la commission fédérale électorale, c'est aussi la commission sur la sécurité des produits de consommation, c'est également la commission qui sert d'intermédiaire et d'arbitre dans les conflits sociaux, le National Labor Relations Board. Il a clairement été établi par la Cour suprême que Donald Trump a le droit de limoger les démocrates qui siègent dans cette commission pour les remplacer par des hommes à lui. C'est un choc pour les démocrates. La Cour suprême a autorisé la redélimitation des districts, des circonscriptions qui avaient été mis en place pour faire élire en priorité des candidats noirs au nom de la promotion des droits civiques. Les républicains pensent gagner quelques voix à la Chambre des représentants. La Cour suprême a autorisé l'expulsion des immigrés et des interdictions nouvelles frappant des pays entiers sans intervention du Congrès. Voilà quelques exemples qui horrifient la gauche. À l'inverse, la Cour suprême a quand même frappé deux grands coups qui sont fortement contraires aux priorités de Donald Trump. Il y a bien sûr, nous en avons souvent parlé ensemble ici, l'invalidation du recours aux droits de douane systématique et subjectif, sans aucun contrôle, ni a priori, ni a posteriori, ni pendant, de la part du Congrès et du législateur sur ce que peut faire la Maison-Blanche en matière de droits de douane, alors qu'un droit de douane, c'est quand même un impôt. Donc la Cour suprême là, a tranché contre, ce qui complique toute la démarche de politique commerciale de Donald Trump. Et puis, très important pour les marchés financiers, la Cour suprême a tranché que Donald Trump ne pouvait pas limoger à volonté un gouverneur de la Banque centrale américaine, encore que la porte n'ait pas été totalement fermée. Si jamais ce gouverneur on pouvait démontrer qu'il avait commis de malversations, à ce moment-là, la porte a été ouverte par la Cour suprême. Mais en tout cas, Lisa Cook, que Donald Trump voulait limoger
parce qu'elle était démocrate et surtout parce que, semble-t-il, elle n'était pas partisane d'une forte baisse de taux d'intérêt, pour le moment, va pouvoir rester en place. Bon, ben voilà, donc vacances pour la Cour suprême. Nous aussi, on prendra nos quartiers d'été d'ici quelques temps. On va arrêter les tournages à partir du 10 juillet sur l'antenne de Bismart. Et donc, Smart Bourse s'arrêtera en fin de semaine pour sa pause estivale. Merci beaucoup, Pierre-Yves, de nous avoir accompagnés tout au long de la saison. Vous serez là, évidemment, pour la reprise et la rentrée à l'antenne avec les équipes de Bismart et de Smart Bourse. Pierre-Yves Dugas qui est avec nous chaque lundi. Vous le savez, notre quart d'heure américain depuis plusieurs saisons maintenant, que vous retrouvez comme toutes nos autres interviews et émissions en replay sur bismart.fr.